Merci, Okay, both. Amaranta. Um, okay. Okay. So thank you so much, Amaranta, Donc, for merci beaucoup, doing this. Amaranta, And it looks pour ces like quelques informations. Bonjour et bienvenue à tous. je vais switcher en français. Si vous voulez bien cliquer sur le bouton d'interprétation, please don't forget to click on the interpretation button to switch into English or French as needed. Utilisez le bouton interprétation pour passer au français ou à l'anglais en fonction de ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc, bienvenue à ce deuxième webinaire de notre cours sur l'évaluation des apprentissages. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver. Nous sommes à peu près 34 participants, vous êtes 34 participants plutôt, actuellement inscrits à ce cours. Tous les jours, nous avons des nouveaux participants qui s'inscrivent, mais je pense que le nombre d'inscrits sera stabilisé d'ici quelques jours. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis très contente de vous retrouver, surtout pour ce deuxième webinaire de 90 minutes. Nous allons avoir donc une séance plénière avec deux invités experts. Olivier Neuerschmidt, qui est co-chef de l'unité d'études internationales à l'IEA et responsable des renforcements des capacités, et Miyako Ikeda, qui est analyste senior dans l'équipe PISA à l'OCDE, qui vont vous présenter les évaluations des apprentissages de deux grandes organisations que sont l'IEA et l'OCDE. Alors, peut-être que vous connaissez déjà ces acronymes, je suis sûre, et peut-être que vous ne les connaissez pas encore, ce sera l'occasion de les découvrir. Alors, pourquoi ces études internationales? Parce qu'ils offrent une opportunité d'évaluation, de mesurer donc les performances scolaires, mais au niveau système. Donc, regardez d'un système éducatif, de mesurer, mais aussi de comparer dans le temps entre pays. Alors, c'est vrai que le but, ce n'est pas de comparer entre les pays, mais c'est d'apprendre de ce qui se passe dans les autres pays dans un but d'améliorer les apprentissages, mais aussi de guider les politiques éducatives. Alors, ces grandes études internationales que sont organisées par ces deux grandes organisations, alors ce ne sont pas les seules, il y a encore d'autres organisations qui mettent en place des évaluations régionales, je pense par exemple en Afrique, le SACMEC ou le PASEC, ont donc cet avantage de proposer de mesurer donc les performances scolaires au niveau international par rapport à des disciplines clés que sont la lecture, les mathématiques, les sciences par exemple. Alors, ils engendrent un volume de données extrêmement important. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement de comprendre, de mesurer les performances scolaires, mais aussi c'est d'essayer de les comprendre. Comment expliquer un niveau élevé, plus bas, comment comprendre ces problèmes d'équité aussi, etc. Alors, ces études aussi ont posé de challenges importants au niveau du coût, parce que cela engendre des ressources assez importantes, ça prend du temps. Et est-ce que ces évaluations sont utilisées pour guider les politiques éducatives? Alors, pourquoi est-ce que je vous mentionne tout cela? Parce que je vais vous demander, vous participants, pas simplement d'écouter, mais aussi de prendre note sur les similitudes et aussi les différences entre ces deux, entre les études mises en place par ces deux grandes organisations. Voilà, là, je vous dirige un petit peu vers là où j'aimerais vous amener. Alors, je vais laisser la place à Amaranta pour faire une petite enquête. On va faire un pré-test. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, je vais partager mon écran, effectivement. Hop. Et nous allons passer donc à Mentimeter. Donc, je vais vous partager, je vais juste bouger ça, hop. Je vais vous partager cet écran et je vais vous partager les instructions de comment accéder à Mentimeter. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous allez sur menti.com et vous rentrez le code qui est affiché dans l'écran, donc 75 48 90.
soit vous pouvez utiliser aussi votre portable et faire utiliser le QR code, le scanner depuis le portable pour y accéder à la présentation de Mentimeter. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour y accéder. Donc, soit vous allez sur menti.com et entrez le code 75 48 90 ou scanner le QR code. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez des problèmes pour y accéder. Voilà, j'espère que tout le monde y accède petit à petit. Donc, n'hésitez pas, menti.com et le code 75 48 90. Et donc, je vais arrêter les instructions. Hop, et nous allons sur la première question. Donc, which organization has an evaluation of out-of-school students? Quelle organisation a une évaluation sur des élèves non scolarisés? Et on commence à voir qu'il y a déjà des réponses. Donc, l'OCDE uniquement, ou le IEA uniquement, ou les deux, ou aucune. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien, les réponses continuent à s'afficher. Est-ce que tu souhaites faire quelques commentaires par rapport à cette réponse qui commence à s'afficher, Stéphanie? C'est assez varié pour l'instant. Oui, je prends note. Vous allez avoir les réponses lors des présentations par nos 2 invités experts. Peut-être qu'on va laisser encore quelques secondes, car là, nous avons à peu près 13 réponses, alors que nous avons un peu plus de participants. Don't worry, it is anonymous, hein. C'est pour les anonymous. Ne vous inquiétez pas, ce Ne vous sondage inquiétez est pas. c'est juste pour savoir si vous êtes au courant de ce qui se passe un petit peu par rapport à En fait, moi, j'ai un souci parce que j'essaie, mais je n'arrive pas. Parce qu'il y a déjà un code. Quand j'essaie d'ouvrir, il y a déjà un code qui est là. Alors, Et je n'arrive si pas vous à avez effacer des le questions, code. je vous invite plutôt à poser sur le chat. Merci. Voilà, peut-être on passe à la deuxième question. On passe à la Next deuxième question. question, pas de souci. Donc, la question numéro 2, which organization has assessments based on the school curriculum? Quelle organisation a des évaluations sur le programme scolaire? On commence à voir aussi 2 réponses qui commencent à s'afficher. L'IEA uniquement. Voilà. Très bien. C'est assez varié pour l'instant au niveau de réponses. Intéressant. On va laisser encore quelques secondes pour continuer à répondre et après, plus tard, vous allez savoir quelle est la bonne réponse. On fera un post-test. OK. Bon, vous pouvez continuer encore à répondre à ce pool. Il s'agit juste d'avoir une idée de vos connaissances à ce sujet-là, sur ces 2 questions-là. Super. Je vais arrêter de Voilà. partager mon écran. Vous pouvez continuer de toute façon à répondre à ces questions et plus tard, on reviendra pour connaître la bonne réponse. Je te laisse la parole, Stéphanie. J'arrête de partager mon écran et merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Amaranta. Donc, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, nous avons 2 invités experts sur ces 2 grandes organisations qui mènent des études au niveau international sur l'évaluation des performances. Nous allons d'abord demander à Oliver de présenter donc les études menées par l'IEA, qui est l'Association internationale pour l'évaluation des acquis scolaires. Puis je donnerai aussi la parole à Miyako Ikeda, qui est analyste senior à l'OCDE, pour nous présenter donc pareil le programme international pour le suivi des acquis des élèves, aussi appelé PISA. Ensuite, nous allons avoir une séance d'à peu près d'une vingtaine de minutes pour poser des questions d'éclaircissement
ou pour aller un peu plus loin au niveau de ces deux études internationales. Voilà. Donc, je vais donner la parole à Oliver. Je vais d'abord introduire Oliver, qui a commencé à travailler à l'INEA depuis 98. Depuis 98, hein. Il a d'abord dirigé le traitement des données de l'étude TIMSS. Alors, TIMSS, c'est l'étude internationale consacrée aux maths et aux sciences, donc organisée par l'IEA. Puis ensuite, hein, il est devenu co-directeur de projet pour le traitement de données de PIRLS. Alors, PIRLS, c'est le programme international de recherche, cette fois-ci en lecture scolaire. Donc, depuis 2007, Oliver est devenu chef d'unité de traitement de données et depuis 2017, il s'occupe vraiment de toutes les activités au niveau international pour l'IEA. Et dernièrement, depuis 2023, il est responsable donc, de toutes les activités de recherche, de renforcement des capacités liées aux études menées par l'IEA. Voilà, donc je vais donner la parole à Oliver. So, Oliver, I give you the floor for 30 minutes. Thank you. Oliver, je vous donne la parole pour une demi-heure. Merci Stéphanie. Un instant. I'm also sharing the screen in French. Je partage aussi l'écran en français. Okay, can everyone see? Bien, est-ce que tout le monde peut voir? Okay, good. Yeah, Parfait. hello everyone. Bonjour à tous. Je suis heureux d'avoir la possibilité de vous donner une vue d'ensemble de l'évaluation menée par l'IEA et de vous parler de notre organisation. Je vais commencer par une brève introduction concernant notre organisation, l'IEA, qui signifie Association internationale pour l'évaluation des acquis de l'apprentissage, ou des acquis scolaires plutôt. C'est une organisation de recherche non gouvernementale et une coopérative de recherche et d'institutions de recherche et d'agences de recherche gouvernementales. L'IEA a été fondée en 1958 et a mené plus de 30 études de recherche sur des résultats transnationaux. Et ce sont des études comparatives à grande échelle sur les résultats scolaires et d'autres aspects de l'éducation. L'IEA a plus de 60 institutions nationales membres et près de 100 pays participants dans toutes les études IEA concernant les différents cycles. La mission de l'IEA, je souhaiterais ajouter, c'est que l'IEA mène des études à grande échelle pour mieux comprendre les pratiques éducatives, les processus et les politiques, pour mieux améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans les systèmes éducatifs et scolaires. Donc, c'est là notre mission. Bien, que peut-on dire sur les études de l'IEA? Elles permettent aux pays d'examiner les résultats et les acquis de leurs élèves dans un contexte international. Donc, on peut répondre à des questions comme, par exemple, comment est-ce que les élèves apprennent dans ce système scolaire comparé à d'autres systèmes scolaires ou éducatifs? Est-ce que les élèves répondent aux normes d'apprentissage international? Est-ce qu'il y a des forces et des faiblesses particulières dans les connaissances et les compétences des élèves? Certains sous-groupes comme les filles, les garçons, les écoles publiques ou privées, est-ce que les résultats sont meilleurs que d'autres? Et pourquoi? Et les études de l'IEA évaluent également la relation entre les résultats des élèves et les facteurs pédagogiques. Donc, on peut poser des questions comme dans quelle mesure l'environnement d'apprentissage influence-t-il les résultats des élèves et également est-ce que les résultats des élèves évoluent au fil du temps? Donc, les évaluations internationales à grande échelle de l'IEA, en général, complètent les évaluations nationales et d'autres activités de suivi local et régional du système. Les études de l'IEA sont basées sur les niveaux scolaires et assurent donc la pertinence de l'enseignement
en mesurant ce qui est enseigné dans les écoles et en recueillant des informations sur les conditions et le contexte de l'apprentissage. Donc, nous avons 3 niveaux différents, ou plutôt nous menons une enquête dans 3 niveaux différents. Tout d'abord, dans le programme scolaire prévu, c'est-à-dire celui qui est prévu par le ministère et qui devrait être appliqué au niveau national ou régional. Et ensuite, nous essayons de voir ce qui a réellement été mis en œuvre dans les écoles, c'est-à-dire le programme scolaire tel qu'il a été mis en œuvre. Donc, comment est-ce que ce programme a été enseigné à l'école? Nous regardons le contexte de la salle de classe, de l'enseignant et de l'école. Et ensuite, nous regardons ce qui s'est passé au niveau des résultats des élèves et des caractéristiques des élèves, c'est-à-dire le programme scolaire accompli. C'est ainsi qu'on le décrit. Donc, ce sont là les 3 niveaux différents des études de l'IEA. Bien, comme je l'ai déjà dit, les études de l'IEA sont ancrées dans le curriculum, c'est-à-dire le programme d'études, donc l'analyse des programmes scolaires des parties participants et une approche collaborative pour la création de nouveaux cycles d'études. Donc, on met en place un cadre d'évaluation de tests et on met également en place des instruments pour un nouveau cycle. Les études de l'IEA également mettent en place un échantillon représentatif fondé sur des niveaux scolaires dans le niveau 150 établissements. Il y a des pays qui peuvent vouloir comparer différentes classes au sein d'une même école, mais en général, c'est une classe par échantillon. L'objectif étant d'avoir une bonne mesure du système éducatif. Et pour ce faire, on choisit en général 4 à 5 000 élèves et cela dépend un petit peu de la situation de chaque pays. Le choix et les échantillons de classe permettent d'établir un lien direct entre les élèves évalués et leurs enseignants. Donc, ceci permet de voir ce qui se passe dans une certaine classe. Bien entendu, les études de l'IEA suivent ou respectent des normes de haute qualité à chaque étape du processus d'évaluation internationale à grande échelle. Et les données de ces études sont en fait mises ensuite à la disposition du public et sont accompagnées d'une documentation technique et de matériel d'appui pour faciliter l'interprétation et la communication des résultats. Et vous verrez dans toutes les études de l'IEA qu'il y a un manuel de l'utilisateur et un rapport sur le matériel supplémentaire. Et les études de l'IEA sont également indépendantes de tout système politique. Je souhaiterais maintenant vous donner une vue d'ensemble des enquêtes de l'IEA. Il y a tout d'abord les enquêtes Teams, c'est-à-dire tendance dans les études internationales de mathématiques et sciences, et ceci qui existe depuis 1995, et on a l'équivalent avec PIRLS, qui est donc les progrès en matière d'études des compétences de lecture. Nous allons commencer par Teams, qui est une évaluation des compétences des élèves de 4e, de 8e année et quelquefois de 12e année, et qui est réalisée tous les 4 ans et qui donne des données comparatives internationales sur les performances des élèves en mathématiques et en sciences. Et bien entendu, elle recueille de riches données contextuelles auprès des élèves, des enseignants, des parents et des écoles sur les facteurs qui influent sur l'apprentissage. Et le parallèle pour la lecture, eh bien, donc, c'est l'étude PIRLS, PIRLS, progrès dans la lecture, l'étude de la lecture au plan international. Ce sont des évaluations qui sont réalisées tous les 5 ans et cette étude fournit des données comparatives internationales sur la façon ou la qualité de lecture des enfants et donc évalue les résultats de lecture des enfants, leur compréhension de la lecture également. Et c'est une étape cruciale de l'éducation lorsque les enfants passent de l'apprentissage de la lecture à la lecture pour apprendre. Donc, c'est donc un point intéressant dans la plupart
des pays. En général, cela se passe avec les élèves de 4e et quelquefois de 5e année. Et Pearls également recueille des données contextuelles auprès des élèves, des enseignants, des parents et des écoles. Teams et Pearls sont les seules évaluations globales en mathématiques, en sciences et en lecture au niveau de l'enseignement primaire. Et cela comprend des liens directs entre les enseignants et les élèves évalués, puisque c'est une enquête qui est basée sur la salle de classe, ancrée dans la salle de classe. Il y a également d'autres évaluations et d'autres enquêtes menées par l'IEA, l'ICCS, qui est donc l'étude internationale sur l'éducation civique et citoyenne, qui évalue des élèves de 8e année et essaye de voir comment est-ce que les jeunes sont préparés pour leur rôle en tant que citoyens. Et cela permet également de collecter des données contextuelles sur l'organisation de la citoyenneté et de l'éducation civique et citoyenne dans les programmes scolaires auprès des enseignants, des directeurs d'école et des élèves. Et il y a également l'ICILS, qui est l'étude internationale sur la maîtrise de l'informatique et de l'information, qui est réalisée tous les 5 ans. Et cette étude évalue la maîtrise de l'informatique et de l'information et des compétences des élèves en pensée computationnelle. Donc, il y a des exercices de programmation, par exemple. On peut, pour faire naviguer un drone, émettre des engrais, etc. Donc, ce sont des expériences de programmation. On peut programmer des expériences, pardon. Et cette enquête collecte également des données contextuelles auprès des élèves, des enseignants et des écoles sur la disponibilité et l'utilisation des ressources numériques à des fins d'apprentissage. Nous avons maintenant une vue d'ensemble des études, des principales études et enquêtes de l'IEA. On a Teams, Pearls, ICCS et ICILS pour les connaissances en informatique. Et nous voyons que Teams et Pearls sont réalisés au niveau de l'éducation primaire. L'ICCS et ICILS concernent donc des élèves du secondaire. Le cycle d'études est un petit peu différent. Pour Teams, c'est tous les 4 ans. Pour les autres études, la périodicité est de 5 ans. Donc, toutes sont actuellement dans une phase différente. Pour Teams, on est en cours de l'année, 2023 est l'année de la collecte principale, ICC évidemment, alors que Pearls a terminé son cycle de 2021 et commencera en 2026 un nouveau cycle. Les préparations sont en cours à l'heure actuelle et l'ICCS a collecté les données de l'enquête principale et dans la phase rapport. Nous voyons également le nombre de participants. Les premiers chiffres nous montrent combien de systèmes participent dans le pays et le deuxième nous montre qu'il y a quelques participants que l'on appelle les benchmarking participants et qui font partie du système éducatif, comme par exemple au Canada. Il peut y avoir un État ou quelques sous-groupes qui participent et nous voyons que le nombre de participants, c'est 67 plus 8 pour Teams, pour Pearls 57 plus 7, pour ICCS 23 plus 2 et pour ICILS 33 pays qui participent. Puisqu'on a d'un côté le nombre de participants et de l'autre côté le nombre de pays. Si vous regardez comment est-ce que les études de l'IA sont mesurées par rapport aux ODD, notamment l'ODD 4. L'ODD 4 est l'objectif qui veut assurer une éducation de qualité inclusive et de qualité et promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Et nous pouvons voir que les études de l'IEA sont reconnues comme étant une norme internationale que l'on peut utiliser pour mesurer le progrès, pour la réalisation de ces objectifs, pour les différents indicateurs cibles de cet ODD. Donc, l'ODD 4.1, par exemple, et ces indicateurs peuvent être mesurés par Teams and Pearls pour l'ODD 4.2 également, pour l'ODD 4.4, pour l'ICILS, 4.5, les différences, égalité des genres et l'inclusion, c'est pour Teams et Pearls. Le 4.7, la citoyenneté et
le développement durable pour l'ICCS et Teams, et 4.A, Teams et Pearls, dont les données, qui ont les données de base pour cela, et 4C, Teams et Pearls également, considérant le nombre d'enseignants qualifiés. Concernant le nombre d'enseignants qualifiés. Passons maintenant à Teams 23 en guise d'exemple, et je vous donnerai un petit peu plus d'informations sur l'étude en tant que telle, et également sur le temps qu'il faut pour développer les bases principales. Teams 23 maintenant, ou le cycle 2023, est une évaluation plutôt numérique en mathématiques et sciences. Auparavant, cela se faisait sur papier avec un crayon. L'option existe toujours, mais cela est maintenant numérisé et en ligne. Donc, cette évaluation utilise donc une présentation en livret rotatif, et ceci permet d'administrer à l'élève d'utiliser un matériel plus important sans surcharger un élève. Donc, on peut mieux mesurer et évaluer davantage avec ce système rotatif. Mais chaque élève, bien entendu, est administré en dehors du matériel. Chaque élève dispose d'un livret uniquement contenant des blocs d'items en mathématiques et en sciences. Les items sont soit des questions à choix multiples, soit des questions ouvertes ou ce que l'on appelle des tâches de résolution de problèmes et de recherche. Ce sont donc des expériences qui sont plus axées sur la compréhension. Je vous expliquerai cela par la suite. Comme je l'ai mentionné, les études donne des informations de base concernant donc les questionnaires des parents des élèves. Ils sont analysés par 3 paramètres, des TRI, et la réponse aux items permet de mettre tous les différents éléments, et les élèves reçoivent les éléments sur la même échelle, parce que sinon il serait difficile de comparer le livret 1 avec le livret 2 parce qu'ils contiennent des éléments différents. Mais avec l'aide des TRI, on peut les mettre sur la même échelle et les comparer l'un avec l'autre. Et il y a également un reporting des différentes échelles globales, cognitives, les sous-échelles du domaine thématique comme les nombres, l'algèbre, la biologie, la chimie, et bien entendu le benchmark, les repères, et beaucoup plus que cela également. Donc, si nous regardons essentiellement les caractéristiques principales de Teams, comme je l'ai dit, Teams 2023, l'accent est mis sur un environnement numérique parce que ceci stimule l'intérêt des élèves et donne de meilleures informations sur ce que l'élève sait et sur ce qu'il peut faire, et permet également de collecter des données de processus pour fournir des informations sur les approches des étudiants pour utiliser. It also allows Et cela permet également de administrer les tâches de résolution de problèmes et d'enquête. Ce sont des tâches complexes où les élèves résolvent des problèmes mathématiques ou utilisent des instruments virtuels et même des expériences virtuelles. Ici, vous pouvez voir dans l'image, ils sont en fait censés faire pousser des plantes. Il peut varier en fait le volume d'eau et l'engrais pour voir si un groupe de semences a une meilleure croissance. Donc, ces tests électroniques en fait, permet également une évaluation adaptive de groupe pour assurer l'alignement avec les populations d'étudiants. Donc, les populations d'étudiants, en fait, qui sont un tout petit peu vers les bas, ont des tests un peu plus faciles, et contrairement. Et si nous comparons, en fait, l'aperçu du calendrier et les principales tâches de l'enquête Teams, je vous ai dit que ce sont des tests cycliques et il faut quelques années pour les préparer, pour les évaluer. Et là, vous pouvez voir les différentes phases
pour l'enquête Teams 2023. Donc, l'enquête a commencé, si vous voulez, en 2021 avec la conception de l'instrument et l'inscription. C'est en fait une approche collaborative basée sur le programme scolaire. Les pays ont également commencé l'échantillonnage et la traduction de l'instrument du test de terrain. En 2022, c'est-à-dire l'année dernière, il y avait le test sur le terrain où le pays met en œuvre pas mal d'items dans 25 à 40 établissements. Donc, cette phase est nécessaire d'abord pour vérifier la procédure d'administration, pour voir si ces procédures fonctionnent dans le pays et aussi pour vérifier la qualité des items. Donc, vous allez administrer beaucoup plus d'items dans le test sur le terrain et vous allez sélectionner les meilleurs pour que vous puissiez en fait améliorer la qualité du test final. Donc, cela se passe en 2023, donc c'est l'année de collecte et de traitement de données de l'étude principale. L'hémisphère du Sud a déjà collecté les données et maintenant les pays de l'hémisphère du Nord sont en train d'administrer les tests dans les semaines et dans les mois. Ensuite, l'année prochaine, ce sera l'année de l'analyse de données et la préparation du rapport. Lorsque nous participons à ce genre de test, sachez qu'il faut que ce soit absolument standardisé. Il faut que la traduction doit être standardisée également et ainsi que l'évaluation. Pour faire cela, il y a pas mal de réunions qui sont organisées. Il y a aussi des séminaires de formation, d'autres moyens de soutien qui participent, qui forment les participants à faire cette analyse comparative entre les différents pays. Si vous Si nous regardons en fait les progrès vers les objectifs mondiaux pour l'éducation à l'horizon 2023, donc je ne peux pas vous parler de tous les résultats. Je vous demande d'aller consulter le site web, mais nous voyons que depuis le lancement de l'enquête Teams en 1995, les résultats à long terme en mathématiques et en sciences en quatrième et en quatrième année montrent une tendance générale à la hausse. Donc, depuis le dernier cycle, c'est-à-dire depuis l'enquête Teams 2019, 71% des élèves en quatrième année et 56% de ceux de huitième année ont atteint de seuil minimal en mathématiques. Les garçons ont obtenu de meilleurs résultats que les filles en mathématiques dans près de la moitié des pays. En revanche, en sciences, le nombre de pays où les filles obtiennent des résultats moyens supérieurs à ceux des garçons est plus élevé. Et cela, alors qu'en 1995, les filles n'obtenaient en moyenne aucun résultat supérieur à celui des garçons. Donc, si vous voulez avoir davantage d'informations, il y a des tableaux de bord en anglais et en français. Donc, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous. Vous avez des informations beaucoup plus complètes et un excellent aperçu aussi disponible dans le tableau de bord, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces informations? Alors, quelques exemples des pays qui ont utilisé ces informations. Donc, on utilise, en Jordanie, par exemple, on a revu le programme de mathématiques et de sciences sur la base de Teams. Ils ont développé des guides et des formations destinées aux enseignants. La Malaisie s'est attaquée à l'absence de possibilités pour les élèves de développer les compétences de réflexion de haut niveau, notamment par la formation des enseignants. La révision des manuels scolaires et ils ont introduit des nouveaux programmes de l'enseignement pour la primaire, pour les mathématiques et les sciences dans le secondaire. L'Afrique du Sud fixe des objectifs de résultats à l'enquête des Teams pour les années à venir. Elle a créé un cadre national de sécurité scolaire en réponse à une analyse de l'enquête Teams. Cela vous donne en fait une petite idée de ce que les
pays ont fait. Ensuite, je souhaite vous donner un aperçu des autres initiatives de l'IA, surtout l'étude Rosetta, qui est en fait un projet de l'ISU et de l'IA visant à rétablir un lien entre les évaluations régionales et internationales. Il y avait des participants des pays à revenus faibles et moyens. Donc, pour le PASSEC, c'était Burundi, Guinée et Sénégal. C'est l'évaluation en français. Et vous avez le ERC avec la Colombie et le Guatemala. Il y avait également une étude LANA, qui est une initiative spéciale qui relie la nouvelle évaluation de la littératie et de la numératie de l'IA avec Teams et Peers. Les pays participants sont le Burkina Faso, l'Égypte, Nigeria, Palestine et le Sénégal. Donc, Rosetta a établi un lien entre les évaluations existantes pour mesurer l'ODD 4,1. Et dans un premier temps, une concordance entre les résultats des évaluations régionales ERCE et PASSEC et les études mondiales Teams et PILS pourrait être établie, ce qui nous permet d'estimer les proportions d'élèves du primaire des évaluations régionales atteignant les niveaux de compétences Teams et PILS. Et nous pouvons en fait mieux mesurer l'ODD. Dans une certaine mesure, on peut également comparer les pays qu'on voit sur la carte. Donc, à travers euh, les évaluations, nous pouvons en fait vraiment comparer les résultats entre les différents pays sans trop d'efforts. Donc, cette initiative Rosetta Stone va être appliquée à d'autres pays à l'avenir. Quelques mots sur l'ANA pour finir. Donc, c'est en fait une évaluation de la littératie et de la numératie de l'IA fondée sur des cartes d'évaluation Teams et Pearls, administrées aussi à la fin du primaire, c'est-à-dire à la fin du 4e et 6e, et en tant qu'évaluation indépendante écrite et manuscrite. C'est conçu pour des pays où Teams et Pearls sont trop difficiles à mettre en œuvre. Peut-être parce que les items sont difficiles ou bien l'administration est trop difficile à cause des délais et à cause de standardisation. Donc, cela intègre des éléments faciles de Teams, numératie et des passages simplifiés de Pierce. Et les questionnaires destinés aux élèves et aux directeurs d'école permettent d'associer les résultats aux facteurs importants qui influent l'environnement d'apprentissage. Il, il y a des questions à choix multiples uniquement et il y a aussi une composante de renforcement de capacité. Ce qui est intéressant, c'est l'administration spéciale, l'initiative d'administration spéciale. Nous allons le démarrer et cela vise à établir un lien entre cette évaluation indépendante LANA et Teams et Pearls, parce que cela donne une indication de pourcentage d'élèves atteignant le niveau de compétence minimum en lecture et en mathématiques. Et cela permet également de suivre les progrès vers l'ODD 4.1.1b. Donc, l'idée est d'autoriser l'administration de l'ANA et mesurer directement l'ODD 4.1 sans réadministrer le projet pilote. Donc, nous avons quelques pays, 4 ou 5 pays, qui vont commencer l'administration du pilote au printemps 2023 et vont procéder à l'enquête principale à l'automne 2023. Donc, les avantages pour les pays participants, euh, c'est d'avoir des profils, des forces et des faiblesses, des résultats en littératie et en numératie dans un contexte mondial, et aussi avoir des relations entre les caractéristiques sociodémographiques et la réussite par rapport à d'autres pays, et aussi une expérience précieuse dans la mise en œuvre de procédures d'évaluation internationale.
Cette expérience peut être transférée à des projets régionaux. L'administration spéciale nous permet également d'estimer les pourcentages d'élèves atteignant les niveaux de compétences minimums. Et il n'y aura pas de frais pour l'ANA, il y aura également un rapport qui sera préparé à la fin de la dernière diapo, juste un résumé de ce que je venais de dire. L'IA est une association non gouvernementale sans aucune orientation politique, donc c'est vraiment en fait une organisation axée sur la recherche. Il y a une élaboration concertée du cadre d'évaluation et des instruments avec les pays participants. Les évaluations des tendances dans les différentes matières tous les 4 à 6 ans avec le PIRLS 2026 qui démarre actuellement son nouveau cycle. Parallèlement à l'enseignement secondaire, il y a un accent qui est mis sur le primaire et sur l'inclusion des populations à faible capacité. Des évaluations sont en fait axées sur le programme scolaire et les livres scolaires. Et un exemple pour l'inclusion des populations à faible capacité, c'est la nouvelle initiative LATA, qui est une évaluation autonome qui prévoit l'établissement des rapports sur l'ODD 4.1. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. Stephanie, you are muted. Merci beaucoup, Micro, s'il vous Oliver. plaît. Thank you so much, Oliver, for your Merci beaucoup, presentation. Very rich Oliver. presentation. C'était une présentation très riche en And the informations. colleagues have IA is not implementing not only Teams and Tools, but as well Donc, Lana. l'IA est aussi en train de mettre en œuvre l'ANA, d'ici ILS, donc pas mal d'études en plus de Teams et Peers. Donc, je sais que les collègues ont beaucoup de questions. Donc, vous pouvez en fait poser ces questions lors de la séance questions-réponses. Donc là, je vais donner la parole à Miyako pour qu'elle puisse présenter l'étude PISA menée par l'OCDE. Donc, la présentation de nos orateurs sera disponible sur la plateforme après la présentation et on vous donnera toutes les informations nécessaires. Donc, sans tarder, je donne la parole à Miyako. Elle a travaillé avec moi en 2004 et en 2004, elle est allée travailler à l'OCDE. Miyako, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Et je vais montrer les diapos en français. Merci. Et moi, je vais partager la version anglaise. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous voyez? Miyako, if you can click on Oui, display Miyako, si vous settings pouvez and juste en then fait swap. montrer les paramètres et ensuite sur Swap. Yeah, at the other side, next to it. Like it says show C'est l'autre taskbar côté. and then display settings. Donc, vous avez le bouton Display Settings juste à droite. Je vois plus. Est-ce que vous voyez la diapo français? Est-ce que je pourrais juste en fait élargir l'écran si ça vous ennuie pas? Bon. Oh no! Next to show taskbar, you have Vous you have avez another le option that bouton says Show display Taskbar settings. et vous avez en fait une option qui s'appelle Display Settings juste à droite. Je ne vois plus ce bouton en fait. Je vois d'autres boutons comme mettre en sourdine, mais je ne vois pas du tout le bouton Display Settings.
Okay. Yeah, I will guide you. You can move your mouse a little bit towards the right. Okay. Select control now. More? Okay. I'm controlling the screen. It's fine. Excellent. Thank you. Yes, you're welcome. Thank you very much. So I'm delighted to know have this Je presentation. suis ravi de pouvoir faire cette présentation devant vous. Je suis en fait analyste principal à l'OCDE. L'OCDE, c'est l'Organisation pour la coopération et le développement économique, qui est une organisation internationale avec 38 pays membres. L'objectif de cette organisation internationale est de développer des meilleures politiques pour des meilleures vies. Et le travail de l'OCDE touche à plusieurs domaines comme l'économie, le droit de travail, l'agriculture, l'emploi et l'éducation. L'éducation est un des sujets sur lesquels travaille l'OCDE. Le programme international pour le suivi des acquis des élèves est géré par la direction de l'éducation et des compétences. Peut-être vous avez déjà vu l'acronyme PISA dans les journaux ou à la télé. Et PISA, c'est le programme international pour le suivi des acquis des élèves. Il s'agit d'évaluer dans quelle mesure les générations futures ont acquis des connaissances et des compétences essentielles à une pleine participation à la société. Donc, PISA recueille des indicateurs fiables sur les résultats d'éducation. Et avec ces indicateurs, il est possible de faire des référencements internationaux. Et avec les indicateurs de PISA, nous pouvons également suivre les tendances avec le temps. Aujourd'hui, PISA est mené tous les 3 ans depuis 2000. Donc, nous pouvons comparer en fait les résultats scolaires depuis 2000 tous les 3 ans. Et la seule exception, c'est le PISA actuel. PISA était censé être administré en 2021, mais à cause de la pandémie, il a été décidé de retarder l'administration de PISA d'1 an. Donc, au lieu de 2021, la collecte de données a été menée en 2022. Donc, à partir de 2018 et 2022, il y a en fait une période, un délai de 4 ans qui constitue l'exception. En plus des résultats sur les acquis scolaires, les PISA demandent aux directeurs d'école de parler de leur parcours scolaire. Donc, nous recueillons pas mal d'informations contextuelles. Ces informations sont très importantes pour bien comprendre le contexte dans lequel ces acquis scolaires sont réalisés. Contrairement aux études de l'IA, PISA n'est pas du tout basé sur le programme scolaire. PISA s'intéresse en fait à la capacité des étudiants à appliquer la connaissance acquise par les élèves dans dans un contexte réel. Donc, nous n'avons vraiment pas ce cadre de programme scolaire des pays participants.
Alors, ce que le PISA a fait lorsque cette étude a été lancée en 1997, un groupe spécial qui s'appelle DESECO, qui est en fait un groupe sur la définition et définition et la sélection des compétences clés. Ce groupe recueille des experts de différents domaines, l'éducation, l'anthropologie, la psychologie, l'économie, par exemple, et ils ont discuté les compétences clés nécessaires pour les générations futures. Et ils ont en fait trouvé ce diagramme. Il y a trois cercles. Ce sont des groupes de compétences dont on a besoin pour l'avenir. Le premier, à gauche en haut, c'est les compétences liées à la manipulation des outils de manière interactive, l'utilisation de langue, de technologie et ainsi de suite. Dans le deuxième groupe, nous voyons les compétences nécessaires pour interagir avec des groupes de personnes hétérogènes. Et le dernier groupe de compétences, c'est d'agir de façon indépendante ou autonome. Et c'est sur ces trois grandes catégories de compétences clés, PISA a décidé de commencer à partir des compétences qui se trouvent dans la première catégorie, c'est-à-dire se servir d'outils de manière interactive. Donc, la lecture, les mathématiques et les sciences ont été sélectionnées comme des compétences de base pour mesurer. Donc, vous avez le domaine innovant où on utilise les outils de manière interactive. En même temps, le PISA souhaite élargir sa couverture. Donc, dans chaque évaluation, nous incluons un domaine spécial qui s'appelle le domaine innovant. Donc, avec ce domaine innovant, nous mesurons quelque chose qui va au-delà de lecture, mathématiques et de sciences. Nous mesurons quelque chose de nouveau. Donc, voici en fait des évaluations récentes de PISA. Donc, le PISA a commencé en 2000, il y avait en 2003. Donc, on n'a pas montré les informations sur le 2003, 2006, 2009, et on a des informations à partir de 2015. En 2015, la science, c'était le domaine de prédilection, c'était le domaine de focalisation principal. Nous avons également mesuré les mathématiques et la lecture. Et comme domaine innovant, nous avons recueil de données sur la résolution collective des problèmes. Donc, la résolution collective de problèmes, pour la toute première fois, nous avons essayé le deuxième groupe d'étudiants, deuxième groupe de compétences, c'est-à-dire interagir avec les groupes hétérogènes. Donc, il ne s'agit pas de résoudre le problème de façon indépendante, mais avec les autres. En 2018, la lecture était le domaine de prédilection et on a également mesuré les maths et les sciences dans une moindre mesure. Et le domaine innovant, c'était les compétences globales. Cela peut être défini de plusieurs façons, mais dans le PISA, cela a été défini comme les compétences des étudiants pour comprendre des questions globales et la possibilité d'interagir avec les groupes de personnes hétérogènes. Le PISA 2022 est en cours, le maths étant le domaine de prédilection et la pensée créative est le domaine innovant. Et le résultat sera publié en décembre 2023, donc de cette année. Les préparatifs pour le PISA 2025 est déjà en cours. Les sciences sera le domaine de prédilection et apprendre dans un monde numérique sera le domaine innovant. Comment est-ce que les étudiants arrivent à apprendre dans un monde numérique? Et c'est ça le domaine innovant. Depuis 2015, c'était
nous avons en fait basculé en informatique. Avant, le mode d'évaluation était papier, en mode papier, alors qu'à partir de 2015, les évaluations ont été tous virtuelles, mais certains pays qui n'ont pas pu fournir des étudiants aux élèves sont restés sur le mode traditionnel. Donc, comme vous pouvez voir, nous nous focalisons sur la capacité de l'étudiant à appliquer la connaissance. Mais on n'essaye pas de tester ce qu'ils savent, mais comment ils appliquent cette connaissance. Donc, ce n'est pas du tout une évaluation basée sur le programme scolaire. C'est un échantillonnage en fonction de l'âge. Et selon, nous avons les résultats de PISA 2018, quelques 600 000 élèves de 79 pays et d'économies représentant 32 millions d'élèves ont participé dans le PISA 2018. Et vous pouvez voir en fait la liste des pays qui ont participé au PISA 2018. Donc, c'est le PISA était une évaluation basée sur l'âge, mais tous les 15 ans ne sont pas évalués. Nous évaluons les étudiants âgés de 15 ans qui sont en 7e classe. Donc, les étudiants, en fait, qui ont quitté le scolaire, les étudiants de 15 ans qui ont quitté le scolaire, qui ont quitté l'école, ne seront pas du tout la cible. Même les élèves qui sont en primaire, qui ont redoublé et qui ont 15 ans ne constituent pas la cible non plus. De plus en plus, il y a des pays à faible et moyen revenu qui rentrent et nous nous sommes rendus compte que dans certains pays, plus de 50% des étudiants âgés de 15 ans ne sont pas la cible prioritaire de PISA. Et il est important de comprendre la capacité ou les compétences de ceux qui sont en fait en décrochage scolaire, qui sont plus dans l'école. Donc, en 2013, PISA pour le développement a été lancé pour mieux soutenir l'élaboration de politiques fondées sur des éléments concrets dans les pays à revenus moyens et faibles. Donc, ça, le PISA pour le développement a été achevé avec succès récemment. Donc, il y a eu l'évaluation au milieu scolaire et nous avons amélioré les items du questionnaire pour que cela corresponde à la réalité aux participants des pays comme le Cambodge, Équateur, Guatemala, Honduras, Paraguay, Sénégal et Zambie. En plus de cette évaluation en milieu scolaire, il y a le PISA pour le développement a également offert l'option de l'évaluation extrascolaire au Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay et Sénégal, ce sont des pays qui ont pris cette option. Donc, des jeunes de 14 à 16 ans non scolarisés dans les classes cibles de PISA ont été testés en lecture et en mathématiques. So I would like to show some of the Donc, je results. voudrais maintenant vous montrer certains des résultats. Donc, un monde avec PISA. Qu'est-ce que nous savons? Il est possible de placer les normes nationales dans une perspective plus large. Chaque pays peut fixer ses normes, mais si vous ne comparez pas vos normes avec d'autres pays, il est difficile de savoir où se situent vos normes nationales. Donc ici, nous avons un exemple de PISA 2018 concernant les compétences en lecture. Dans PISA, il y a 6 niveaux et le niveau 2 est la base que les jeunes de 15 ans doivent avoir atteint. C'est le minimum qu'ils doivent avoir atteint. Ce niveau 2 est le minimum et il est utilisé pour suivre l'objectif de développement durable 1.
Donc, c'est un point assez facile, c'est-à-dire il faut interpréter le sens d'une partie de texte facile et vous pouvez voir que dans beaucoup de pays, près de 80% des élèves n'avaient pas atteint ce niveau 2. Donc, les barres descendent en dessous de 0. La partie en jaune et rouge, eh bien, ce sont les élèves qui n'ont pas atteint ce niveau 2. PISA aide également à identifier le groupe d'élèves à risque. Ici, nous avons le même niveau de compétence des élèves en lecture. C'est une moyenne de l'OCDE en 2018 et le premier diagramme concerne l'ensemble des élèves et les deux suivants, ce sont les élèves défavorisés sur le plan socio-économique et les favorisés. Et vous pouvez voir qu'une proportion plus importante d'élèves défavorisés ont tendance à ne pas atteindre le minimum. Et les deux dernières barres représentent une représentation entre les garçons et les filles. Les garçons ont plus de probabilité de ne pas atteindre ce minimum. Donc, nous pouvons ainsi identifier les sous-groupes de la population qui sont plus à risque que d'autres. PISA aide également à contester les mythes et les croyances que nous avons de manière générale sur l'éducation. Souvent, nous nous disons, bien, voilà, les performances moyennes dans les pays dépendent de ce que les pays investissent dans l'éducation. Et voici un graphique qui montre le lien entre les performances moyennes en lecture d'un pays sur l'axe des Y, sur l'axe des Y et sur l'axe X, la durée de scolarité des élèves et ce que cela représente en dollars. Et vous pouvez voir qu'il y a une très forte corrélation entre les investissements dans l'éducation et les performances. Mais au bout d'un certain temps, au-delà de 50 000 $, cette ligne s'aplatit, cette courbe s'aplatit. Ce graphique montre qu'il est important d'investir dans l'éducation, mais ce, dans une certaine mesure, mais qu'au bout, à un certain moment, le plus important est de voir comment allouer ces ressources plutôt que d'accroître simplement les investissements dans le domaine de l'éducation. Et PISA aide également les décideurs et les éducateurs à regarder vers l'extérieur, à voir ce qui est possible dans le domaine de l'éducation. En d'autres termes, contextualiser l'organisation scolaire et les choix curriculaires et les pratiques d'évaluation, etc., de façon à pouvoir apprendre de ce que font d'autres pays. Dans PISA 2018, le domaine principal était celui de la lecture et notre accent avait surtout été mis sur la nouvelle façon de lire à l'écran. Avant l'existence de l'informatique, les gens avaient tendance à lire surtout des livres. Et la lecture d'un livre n'est pas la même chose que la lecture sur écran. Une des principales différences, que pour le livre, c'est un livre qui est créé par les autorités. Il y a un choix d'information, alors que à l'écran, sur Internet, toutes ces informations ne sont pas triées avant que les élèves ne les lisent. Donc, il est important pour l'élève de posséder les capacités qui lui permettront de faire la distinction entre les faits et les opinions. Donc, la question
c'est de poser une question. On peut poser une question aux élèves après la lecture d'un passage en demandant si que cette déclaration, ce que vous avez lu, est un fait ou un avis, une opinion. Et l'élève doit répondre et dire si donc il s'agit donc d'un fait ou d'une opinion. Et nous constatons que dans plusieurs pays, les élèves ont du mal à identifier et différencier les faits des opinions. Et ce pourcentage est représenté sur l'axe des Y de 0 à 80%, et pour la question que je viens de vous montrer. Et sur l'axe des X, l'axe horizontal, nous avons le pourcentage d'élèves qui ont appris à l'école à détecter si l'information est subjective ou biaisée. Donc, il y a une corrélation entre les deux. Dans le pays où un plus grand nombre d'élèves, où l'on enseigne un plus grand nombre d'élèves à faire la distinction entre l'information subjective ou biaisée, ont tendance à avoir de meilleurs résultats dans la question qui est de faire la distinction entre les faits et les opinions. Donc, cela n'est simplement qu'une corrélation. Donc, nous ne pouvons pas vraiment parler de les liens causaux. L'enseignement à l'école n'aide pas vraiment à faire la distinction entre les faits et les opinions, mais elle permet de générer des hypothèses. Donc, avec les résultats de PISA, il est possible de générer des hypothèses, mais dans le même temps, pour atteindre les résultats de PISA, il faut d'autres recherches et regarder les relations causales dans le type de recherche pour réellement pouvoir mettre en place des politiques efficaces. Donc, je voulais simplement conclure, puisque nous n'avons plus beaucoup de temps, et vous parler de l'évolution de PISA dans le temps. PISA a introduit un domaine innovant dans chaque évaluation, la résolution collaborative de problèmes en 2015, puis la compétence globale en 2018, la pensée créative en 2022 et l'apprendre dans un monde numérique en 2025. Et également, de nouvelles questions sont ajoutées au questionnaire scolaire des élèves concernant l'environnement socio-économique qui, lui, figurait déjà là. Mais dans certains cycles, nous nous concentrons plus sur le bien-être des étudiants et les caractéristiques socio-émotionnelles également des étudiants. Et actuellement, nous mettons beaucoup plus l'accent sur la capacité d'action des élèves et les stratégies d'apprentissage et d'enseignement. Et PISA a également mis en place une option internationale de questionnaire pour les parents et les élèves et les enseignants, pardon. Et voici ma dernière diapositive. Action en partenariat. PISA offre deux types de soutien différents. Le premier étant le renforcement des capacités pour la mise en œuvre de PISA. Et la deuxième option est celle du soutien au pays pour analyser et faire un rapport sur les résultats PISA. C'est ce que l'on appelle le programme d'analyse de PISA est basé sur le modèle de PISA pour le développement. Nous invitons les analystes en chef de chaque pays volontaire. Donc, dans PISA 2022, 5 pays ont opté pour cela. Il y avait 5 analystes, un de chaque pays, qui ont travaillé avec nous et qui sont restés au siège de l'OCDE pendant 5 mois et ont travaillé avec nous pour réaliser un rapport national. Et ce rapport est publié sous la responsabilité de chaque gouvernement, mais l'OCDE soutient également la rédaction du rapport et apporte un soutien technique pour l'analyse et l'interprétation des résultats. Donc, voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Miyako, pour cette présentation extrêmement intéressante. Nous courons un petit peu après l'heure. Ce que je propose, c'est d'ouvrir la séance de questions-réponses. Si les participants au cours ont des questions, il vous suffit de lever la main. Je vais peut-être d'ailleurs poser la première question. J'en ai deux, en fait.
Je connais bien les études. Je pense que je connais bien les études PISA, les enquêtes PISA. Je ne vais pas poser de questions sur les paramètres ou les lignes de l'étude, mais j'ai 2 questions. La première étant qu'avec la pandémie, est-ce que vous avez constaté, c'est peut-être un peu trop tôt, je ne connais pas les résultats de l'étude, mais est-ce que vous avez vu et constaté l'effet de la pandémie sur les performances des élèves? C'est-à-dire avant la crise, avant la pandémie et après la pandémie. Est-ce qu'il y a des différences au niveau des performances d'apprentissage? Ou peut-être que les gouvernements ont changé les domaines qu'ils souhaitaient évaluer? Je pense que l'on passe de plus en plus au numérique. C'était là ma première question. Et ma deuxième question, ma fille, en fait, a participé à PISA en mathématiques l'année dernière. Son école a été choisie et elle a été choisie. Et je me demandais si, ce n'est pas uniquement PISA ni l'IEA, mais si les pays qui participent à l'étude font un retour d'informations aux écoles, aux parents et aux élèves qui ont participé à cette enquête. Parce que ma fille a participé l'année dernière et jusque-là, elle ni moi n'avons eu aucun retour d'informations. Et je me demandais si vous faites cela dans les études menées par l'IEA et par PISA. Donc, je vais m'arrêter là et je vais attendre d'autres questions de la part de nos collègues, peut-être dans la boîte de dialogue, ou bien vous pouvez également lever la main. Merci. Bien. Nous allons donc d'abord entendre James. On prendra 2 autres questions et ça vous va, Oliver et Miyoko? Et James d'abord et Hamat ensuite. Merci beaucoup, Oliver et Miyoko. Ma question est pour Miyoko. Miyako. Comme PISA ne cible pas réellement le programme d'enseignement, est-ce que l'on peut facilement séparer les connaissances des élèves du programme scolaire? Et ma deuxième question est la suivante. Étant donné que chaque PISA pour une année particulière met l'accent sur une chose particulière, est-ce que c'est une bonne idée de faire des comparaisons année après année, puisque il semble que la cible soit quelque peu différente? Ou le domaine auquel on s'intéresse soit quelque peu différent. Merci. Thank you. And Hamad, and then I will ask Merci, to respond. Ramat. Et ensuite, je demanderai à nos invités de répondre. Merci beaucoup. Ma question est la même que celle posée par James. Dans PISA, nous avons le domaine innovant. Nous avons créé donc l'apprentissage, la réflexion, etc. Et tout ceci change d'une année sur l'autre. Donc, je pense que l'on ne peut pas réellement comparer les résultats en changeant les domaines. Est-ce qu'il y a une possibilité de garder les compétences passées? Et une autre question pour Oliver. Il a dit que la même évaluation et que l'évaluation est faite à la fois sur papier et de manière numérisée. Est-ce que vous avez constaté des différences entre les résultats de l'évaluation numérisée et celle qui est faite sur papier avec un crayon? Okay, thank you for the question. I will give the floor Merci pour la question. Oliver Je vais and donner Miyako. la parole à Oliver.
Do you want to start? Yeah, because I have more questions too. Est-ce Yes, que vous okay, voulez commencer, Miyako. Miyako, parce que on vous a posé toutes les questions. Ben, écoutez, merci pour ces questions très intéressantes. On va commencer avec l'impact de la pandémie. C'est quelque chose sur laquelle nous allons nous pencher avec les données de PISA 2022 qui va être publié en décembre. Nous allons en fait publier 2 volumes cette année. D'abord, le premier volume, c'est la performance en matière d'équité et comment la performance en équité a évolué avant et après la pandémie. Nous allons comparer les résultats de 2018 et 2020. Nous allons en fait voir cette petite tendance et est-ce qu'il y a, c'est une continuation de la tendance avec le temps ou certains pays sont très stables et cela peut changer entre 2018 et 2022. Donc, c'est le premier point. Ensuite, nous allons également étudier l'impact sur la performance. Est-ce que il y a une augmentation ou une diminution? Il y a beaucoup d'études qui montrent que euh, les personnes ayant des faibles revenus sont beaucoup plus impactées par la pandémie. Le deuxième volume, on va inclure les informations contextuelles et le PISA a également introduit un questionnaire de 10 minutes sur quelle était en fait la nature d'apprentissage pendant les clôtures. Donc, on va voir comment ces données sont incorporées dans les données de 2018-2022. Et on ne va pas uniquement parler du passé, mais on va aussi avoir une vision un peu plus orientée vers l'avenir. On va voir comment le système éducatif pourrait se préparer pour des crises à l'avenir et aussi l'état de préparation du système éducatif, des écoles. Et nous espérons vraiment que nous pouvons donner des données, nous pouvons fournir des données sur cette question. Alors, dans certains pays, nous donnons d'excellents retours d'information aux écoles qui ont participé pour le visa. Je n'ai jamais entendu qu'on donne des feedbacks aux étudiants individuels, mais il y a certains pays qui le font. Et la question de James, est-ce qu'il est possible de séparer la connaissance? Non, ce n'est pas possible. Nous ne focalisons pas sur le programme scolaire, mais la connaissance, en fait, pourrait être créée soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'école. Donc, nous ne focalisons pas du tout des sources de connaissances. Nous nous focalisons sur comment ces connaissances peuvent être appliquées. Cela dit, beaucoup, on ne peut pas poser des questions sur des compétences qui ne sont pas enseignées. Nous demandons en fait à des pays participants de noter les questions, les items, pour voir si c'est pertinent à leur programme scolaire. Donc, à la lumière de cette information, nous choisissons les items qui sont inclus dans le programme scolaire de chaque pays. Et nous avons vu que le classement des pays ne change pas beaucoup, même après le rééchantillonnage, rééchelonnement plutôt. Les Beaucoup de pays sont intéressés par cela et le problème, c'est qu'il y a seulement 2 heures de test et nous souhaitons faire quelque chose d'innovateur. Si le pays veut répéter le test du domaine innovant, ils peuvent le faire à l'échelle nationale. Donc, nous avons vu les variations, surtout dans le domaine mathématique. Nous demandons à un étudiant d'écrire une formule en maths. Il est beaucoup plus facile sur papier, mais il est difficile de saisir en informatique. Donc, beaucoup d'items liés aux maths impliquant des formules sont beaucoup plus difficiles sur l'écran. Donc, dans ce cas-là, nous avons décidé de traiter ces items comme des items différents dans le processus, même si c'est exactement identique sur papier et sur écran, nous avons donné ces items ont été traités différemment. Merci. Good. Then I would Bon, add très bien. concerning the
En ce qui concerne la perturbation à cause de la pandémie, euh, c'est un tout petit peu tôt. On va voir ça dans les résultats de Perl qui vont être publiés en mai, parce que Perl a été administré au moment où les pays étaient directement impactés par la COVID. Donc, certains pays ont réussi à recueillir des données, alors que d'autres pays ont dû s'arrêter et continuer par la suite. Donc, tout cela va jouer un rôle également. Et il y avait des questions spécifiques qui ont été incorporées dans les questionnaires. Donc, on aura des informations au mois de mai. Je n'ai pas encore ces informations. Je souhaite également parler d'une autre initiative qui a été faite par l'IEA. C'est l'étude RATS qui se penchait sur toute perturbation pendant la pandémie. Donc, ce n'était pas vraiment un test, ça a été mené avec l'UNESCO. C'était en fait un questionnaire qui a été administré, ce qui donne une idée sur ce qui s'est passé pendant cette époque. Et il n'y a vraiment pas de réalisation. Les rapports sont disponibles sur le site web de l'IA. RATS, l'étude s'appelle RATS. Les euh, directeurs d'école, les enseignants et les élèves ont perçu une diminution d'apprentissage pendant cette période. Et cela a été également confirmé par cette évaluation. En ce qui concerne le retour d'informations données aux écoles et aux étudiants, alors, c'est vraiment une question un tout petit peu délicate. Les études de l'IEA, mais cela s'applique également aux études de l'OCDE. Ces études mesurent au niveau de la population, ce n'est pas du tout censé faire des mesures au niveau de l'étudiant. Chaque étudiant, en fait, reçoit une différente partie de l'évaluation. Ce n'est vraiment pas parfaitement adapté au feedback sur, à l'échelle étudiant. Donc, il y a toujours une demande. Il y a des pays qui le font. L'Allemagne est en train de donner des feedbacks, au moins pour les teams à l'échelle de l'école. Vous pouvez le faire dans une certaine mesure, mais nous sommes très prudents. Il faut vraiment, on comprend en fait la demande sur le plan psychométrique, mais ce n'est pas approprié. Vous avez besoin de groupes beaucoup plus importants pour faire ce genre de choses. Et surtout dans les études IA où il y a des évaluations faites à l'échelle de la classe. Donc, ce n'est vraiment pas idéal de donner le feedback à l'échelle de l'école. Donc, en ce qui concerne les évaluations menées sur l'écran, les réponses saisies sur l'écran et le papier, nous avons remarqué les questions abordées par Miyoko. Donc, certains thèmes fonctionnent différemment, surtout comme les formules et une saisie complexe. Et pour certains items, euh, les maths, par exemple, euh, on a tendance à confondre les maths et l'informatique. Et ce que nous faisons, c'est exactement le même. S'il y a une différence entre l'écran et le papier, ce sera perçu et traité comme des items différents. Okay, thank you so Bon, much, très bien. Merci beaucoup. Miyako, for your response. Can Merci you de vos stay with us réponses. 5 more minutes? Est-ce que Because vous we are pouvez rester almost encore 5 minutes parce que Yeah. nous avons Okay, we encore have des receiving questions. we are receiving a Nous lot of questions. recevons Just for beaucoup de the participants questions. to Donc, know juste pour les that there will participants, be a forum sachez qu'il y discussion aura with the une outcomes of a webinar. discussion Okay, let me sur stop. les résultats du webinaire Okay, et où vous pouvez en fait poser des questions. On va essayer de répondre. On va demander en fait à nos invités de répondre également à ces questions après le webinaire. Donc, je vous invite
je vais vous inviter l'année prochaine pour connaître les résultats de Teams et de PISA. En ce qui concerne la participation d'une famille, donc est-ce que Julia a une question et ensuite je vais donner la parole à Yangju et nous avons en fait une question sur le Google Doc. Julia, allez-y. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, on vous entend. Donc j'ai deux questions. Je vais essayer d'être très concise. Une question pour Olivier et l'autre pour Miyoko. Excusez-moi pour la prononciation. Alors, la première question pour Olivier. Comme vous êtes en train de suivre et les données axées sur le programme scolaire, je me demande comment vous faites le suivi des évolutions dans le programme scolaire tout au long des évaluations? Comment vous pouvez évaluer s'il y a eu des changements de programme scolaire qui pourraient en fait impacter le résultat final de ce que vous évaluez? La deuxième question est liée à l'état de préparation. Donc, un étudiant de 15 ans, je vois pourquoi est-ce que cela peut être une point de référence, parce que les êtres humains sont développés et ils doivent vraiment montrer des signes de préparation, d'être préparés à la vie. Donc, je souhaite comprendre quels sont les facteurs qui sont responsables de cet état de préparation et quels sont les moments dans l'éducation qui peuvent soit dévier cette trajectoire ou mettre la personne sur la bonne trajectoire. Donc, merci encore pour cette présentation. En ce qui concerne suivre le programme scolaire, alors comment cela fonctionne? Les pays, les équipes responsables jouent un rôle très important. Ils font en fait le suivi de ce qui a changé. Au début de chaque cycle, il y a une phase où cette information est recueillie à travers des questionnaires standardisés sur ce qui a changé, quel est l'accent principal du programme scolaire et par la suite, il y a en fait un ajustement du cadre d'évaluation pour le présent cycle. De plus, afin de documenter la correspondance entre les items et le programme scolaire national, parce que maintenant, ce que nous faisons, c'est que nous avons un nouveau cadre d'évaluation. Nous avons une analyse de correspondance de tests. Chaque équipe nationale, une fois que les instruments sont développés, on essaie de lier chaque item en fonction du programme scolaire national. Et cela fait partie de la publication également. Donc, vous pouvez en fait regarder plus tard. Il y a souvent, en fait, comment dirais-je, une plainte. Si c'était des items qui faisaient partie de notre programme scolaire, nous allons connaître une meilleure performance par rapport à notre pays. Et maintenant, vous pouvez voir quels sont les items qui font partie de votre programme scolaire. Vous pouvez en fait monter en échelle. Je l'ai fait il y a quelques années avec un collègue et j'ai vu que le classement n'a pas varié de façon importante. En fait, le classement n'a pas du tout varié et c'était vraiment en fait c'est comme une variation mineure. C'est comme ça que nous faisons le suivi. Yes, so second question of Julia. Donc, thank deuxième you. question de Julia. Merci d'avoir posé la question pour les 15 ans et pourquoi les 15 ans ont été choisis. Le choix a été fait ça a été choisi en 1997 quand PISA a été créé. Donc, pour la plupart des pays, c'était la fin de l'éducation obligatoire et notre contact principal est le ministère de l'Éducation qui s'intéressait aux résultats de l'enseignement obligatoire. C'est la raison pour laquelle on avait choisi les 15 ans. Mais comme l'a dit Julia, ce qui intéresse vraiment les gens, c'est ceux qui ont 15 ans et veulent savoir comment leurs compétences vont se développer dans 25 ans. Et il y a une autre étude qui est menée par l'OCDE qui s'appelle PIAC,
qui est une étude sur l'alphabétisation des adultes qui va de 16 à 65 ans. Et certains pays comme le Danemark ont décidé de faire le lien entre PISA et PIAC. Donc, les élèves qui ont réalisé l'étude PISA à l'âge de 15 ans et qui ont passé cette étude, et qui étaient un peu plus âgés, qui avaient 25 ans, nous avons pu faire le lien entre les résultats de PISA et les résultats de PIAC pour ces étudiants au Danemark. Et nous avons constaté que les résultats de PISA à l'âge de 15 ans sont une bonne indication du fait que l'élève suivra un enseignement tertiaire ou pas. Donc, il y a déjà une étude en cours. D'autres pays également suivent les élèves PISA pour faire des études longitudinales. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont intéressés par cela, car cela coûte très cher. Pour l'heure, cela est fait au niveau national plutôt qu'au niveau international. Il n'y a pas d'études coordonnées à l'international. Mais c'est une discussion qui revient toujours entre les pays participants à PISA qui disent qu'il serait bon d'avoir une étude longitudinale. Mais c'est assez difficile à mettre en place en raison des ressources disponibles. Okay, thank you so much, Bien, Oliver merci and Miyako beaucoup, for the responses. Oliver et Um, Miyako, pour les réponses. colleagues, I'm sorry, we don't have time. Chers collègues, je suis désolée, mais malheureusement, nous n'avons plus de temps. Il est 12h33. Si vous avez des questions, comme je l'ai dit, utilisez Google Doc ou bien le forum de discussion de ce webinaire pour y poster vos questions et nous essaierons d'y répondre. Une dernière question, si vous me le permettez, Olivier et Miyako, cela concerne le coût de ces deux études pour l'étude PISA et IEA pour le gouvernement. Il y a eu beaucoup de questions sur cela. Quelles sont les implications financières? Et il y avait également des questions pour savoir pourquoi est-ce que les pays en développement ne sont pas très actifs dans l'utilisation de ces évaluations. Donc, les implications sur le plan de coût et l'évaluation, cette évaluation des pays en développement. Merci. Oui, si vous me permettez, je commence. Oui, oui, allez-y. Je n'ai pas les chiffres en tête. Tout dépend, bien entendu, des études auxquelles vous participez. Mais je me souviens, 200 000 à 300 000, ce sont les implications coûts pour ce qui est des coûts internationaux. Mais bien entendu, si l'on parle d'implications sur le plan des coûts, il faut également s'assurer que vous-même ou votre pays allez devoir supporter les coûts de la mise en œuvre et de la réalisation de l'enquête. Donc, il faut une équipe qui organise cette enquête, il faut une équipe qui fasse la traduction des instruments dans votre langue, il faut des personnes également qui font passer le test, la notation, les données à entrer, etc., etc. Et tout ceci ne peut pas être estimé de manière générale. Nous avons essayé de le faire pour certaines études et nous avons constaté qu'il y a 100 à 120 000 qu'il faut ajouter comme coûts nationaux, etc. Donc, ce que je voulais dire lorsque j'ai dit 200 000, 300 000, ce sont plus les frais internationaux. Donc, il faut faire la somme des deux. Et vous aimeriez probablement utiliser les données par la suite et pas simplement lire les rapports pour faire une diffusion, faire un rapport et inviter peut-être les enseignants à partager ces résultats avec eux, organiser des webinaires. Voilà ce qu'il faut également ajouter comme coût lorsque nous parlons de coûts. Oui, pour PISA, je n'ai pas non plus les chiffres exacts en tête, mais normalement, les pays de l'OCDE payent en fonction de la taille de leur économie. Et les pays non OCDE qui participent à PISA payent une contribution plus faible que les pays de l'OCDE. Donc, si cela vous intéresse, je pourrais vous envoyer davantage d'informations détaillées. Et comme l'a dit Oliver, ce sont des coûts internationaux
Et il faut ajouter à cela les coûts nationaux, la traduction, l'administration du test, etc., etc. Et pour concernant la non-utilisation des données PISA, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Collecter les données n'est qu'une première étape et nous voulons réellement que ces données soient utilisées pour informer les pratiques et les politiques. La première barrière, c'est la prise de conscience. Très souvent, les gens pensent que PISA concerne simplement le classement et qu'il est difficile d'aller au-delà et de faire le lien entre ces informations concernant l'élève et le contexte et le parcours de l'élève. Et créer cette prise de conscience chez les gens, c'est ce que nous essayons de faire et en leur montrant ce qui est possible. Et ce programme est ce qui nous permet de travailler directement avec les pays qui n'ont pas réellement la capacité de rédiger les rapports nationaux. Donc, un autre problème, c'est l'analyse des données, c'est les capacités. Il y a plusieurs choses qui demandent également donc une connaissance statistique et nous soutenons les pays qui souhaitent payer un montant supplémentaire pour travailler avec nous. Ok, merci beaucoup Miyako et Oliver pour vos réponses. Il est déjà presque 12h40, hein. Je crois qu'on va arrêter ici. Tout d'abord, je souhaiterais remercier vivement nos invités d'être venus à ce webinaire qui est extrêmement important pour nous, pour mieux comprendre vos deux organisations et aussi comprendre les études, aussi bien au niveau conceptuel, aussi historique. Je relance mon invitation pour l'année prochaine pour avoir les résultats donc les niveaux des performances scolaires après la pandémie. Voilà, je lance déjà l'invitation à Miyako et à Oliver si vous êtes disponibles. Et donc, comme je l'ai annoncé, s'il vous plaît, les participants, vous pouvez partager vos questions après. Nous allons tenter d'y répondre. Voilà, demain, nous allons lancer le module 2, mais nous allons vous envoyer plusieurs informations sur ce sujet. Donc, je souhaiterais vraiment encore vous remercier et je vous souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi. Merci encore à Oliver et Miyako pour ce webinaire, vraiment très passionnant et très intéressant. Merci beaucoup. Et donc, les PowerPoints seront mis en ligne ainsi que les liens vers l'IEA et PISA Study aussi sur la plateforme. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une très, très bonne journée. Nous allons stopper ici le webinaire. Voilà. Merci encore. Au revoir. Volontiers.